Bonjour, merci d'avoir choisi Histoire de père, un balado dans lequel on discute des mille et une facettes de la paternité avec des pères aux réalités parfois bien différentes. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Pierre McCann, le père d'un garçon de 5 ans, Léo. Fait que oui, on trouve ça difficile, mais dans les moments difficiles, c'est pas difficile de se rappeler qu'on aime ça, être père, puis être son père à lui. Décider d'adopter un enfant, ça se fait pas sur un coup de tête. Dans le cas de Pierre et son conjoint, ça a pris plusieurs années de réflexion et de démarche avant d'accueillir un petit garçon issu de la banque mixte des centres jeunesse. Et ça, c'est juste le début de leur histoire de père. Une histoire dans laquelle les défis ne manquent pas. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'adoption et de paternité au sein d'un couple LGBTQ+, avec Pierre, le papa d'un garçon de 5 ans, qui s'appelle Léo. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté de venir à notre micro aujourd'hui. Bonjour Louis-Simon. Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien. Je demande des fois à nos invités s'ils ont eu un choc la première fois qu'ils ont appris qu'ils allaient devenir pères, mais comme ton conjoint et toi, vous êtes passés par le processus d'adoption, qui n'est pas toujours simple, je devine que la décision était mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie, oui. Ça a pris plusieurs années. Ouais. Ben, moi, ça fait longtemps que je veux être papa. Ceci dit, oui, moi, j'ai toujours voulu être père. Aussi loin que je me rappelle. En tout cas, au secondaire, des fois, on se faisait demander c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos projets. Les gens parlaient de travail, de voyage. Moi, je parlais d'avoir des enfants. Ah oui, déjà? Oui, ça remontait à loin. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint Marc-André, ça a été rapidement un sujet de discussion, même après quelques semaines de fréquentation. Fait que lui, il n'était pas nécessairement là. En tout cas, je vais rapidement sur le sujet, là, mais il n'était pas nécessairement là. Donc, ça a pris plusieurs années de réflexion et de discussion là, avant d'en arriver là. Ouais. Est-ce que tu viens d'une grosse famille? C'est ça le modèle? Oui, dans le fond, moi, j'ai 2 frères et une sœur. On est 4 enfants. Moi, j'ai une bonne différence d'âge avec mes frères et ma sœur. Je suis le plus jeune de loin, là. 8, 11, 12 ans de plus que moi. Okay. Donc, j'ai connu à la fois la réalité avec frères et sœurs et la réalité enfant unique, en quelque sorte, quand ils sont partis de la maison. Puis moi, j'ai trouvé ça j'étais vraiment triste que mes frères et sœurs soient plus là. Je me souviens, on se réunissait souvent le dimanche soir au souper. Moi, c'était le party là, de retrouver mes frères et sœurs. Fait que j'aurais aimé ça, avoir une grosse famille. Finalement, nos projets ont changé, puis c'est bien correct. Mais ouais, moi, j'aurais voulu avoir une grosse famille. Là, ouais. Tu parlais tantôt de discussion. Ça marche dans tous les couples comme ça. Des fois, il y en a qui sont plus près que d'autres. Est-ce que ça a été long avant d'en venir à la même idée, les deux? Oui, tu sais, c'est sûr que le fait qu'on soit 2 papas, on se l'est souvent dit que probablement les discussions auraient été moins longues. Tu sais, dans le sens... Puis nous, c'était clair que, oui, on a regardé avec une porteuse, puis d'autres façons, mais nous, on voulait vraiment adopter. On sait que c'était un processus un peu plus complexe que les voies, je vais dire, majoritaires. Et donc, on savait dans quoi on s'embarquait. En plus, mon conjoint, il est psychologue. Moi aussi, j'ai suivi des cours en intervention. Fait qu'on savait vraiment dans quoi on s'embarquait avec le centre jeunesse, mais on y croyait beaucoup. Mais bref, tout ça a contribué au fait que ça nous a pris plusieurs années pour en discuter. Surtout que moi, mon conjoint, quand il a su qu'il était gay, pour lui, c'était réglé. C'est pas qu'il voulait pas d'enfants, mais il s'est dit « Ah, je suis gay, j'en aurai pas. » C'est réglé. Il a mis ça dans un tiroir, puis c'était fini. Fait que quand il m'a rencontré, il était pas nécessairement contre le fait d'avoir des enfants, mais il a vraiment fallu qu'ils prennent un gros pas de recul, puis je le comprends aussi, en quelque sorte, là, d'avoir pris autant de temps pour y réfléchir. Moi, j'en voulais beaucoup. J'étais très impatient d'en avoir, puis de commencer les démarches au centre jeunesse. Surtout que je savais que ça allait être long. J'ai pas mal tapé du pied. Fait que sans le dire à mon chum, j'ai même appelé au centre jeunesse. Juste pour le fun, en disant comment ça fonctionne, l'adoption. Fait qu'on m'a expliqué les différentes étapes. La première étape, c'est une séance d'info. Fait que la dame au téléphone m'a dit « Écoutez, vous pouvez vous inscrire, il n'y en a pas souvent des séances d'info. Là. Ça prend un bassin de parents intéressés, puis là, il n'y en a pas tant que ça. » Fait que aussi bien pas le manquer. Là. Aussi bien pas le manquer, effectivement. Un mois plus tard, j'arrive chez nous, mon chum il a la clé de mon appart, il est déjà rentré,
puis il y a une enveloppe du centre jeunesse sur la table nous invitant à une séance d'info. Mon chum, il n'était pas prêt, là. On se le rappelle. Ça fait juste 2-3 mois qu'on est ensemble. Fait que disons que déjà là, c'est que je mette ça au clair. Je dis, mais non, chérie, tu sais, c'était juste pour être curieux. Puis on est allé à cette séance d'info-là, mon Dieu, il y a à peu près il y a 12 ans de ça. Puis, tu sais, on n'était pas rendu là. On a mis ça de côté rapidement. Puis, plusieurs années après, là, on a commencé la démarche pour vrai. C'était intéressant. Ouais. C'était pas le bon timing à ce moment-là. C'est ça. Pour toutes sortes de raisons. On commençait notre carrière. Mon chum est encore même au doctorat. On n'était juste pas rendu là. Ouais. Te rappelles-tu comment tu voyais le rôle de père dans ce temps-là? Là? Avant que ça arrive, avais-tu une idée particulière? Comment tu te voyais? Je l'idéalisais beaucoup. Ben, pas que je l'idéalise pas aujourd'hui. J'adore ce rôle-là, vraiment beaucoup. Mais disons que j'avais moins en tête les difficultés de père. Oui, en lien avec l'adoption, mais comme tous les pères, je pense. Entre autres, en ce moment, on a certains besoins particuliers là, de Léo. Il fait, en tout cas, entre autres, il fait beaucoup d'opposition. Donc, c'est ça. Disons qu'il y a des difficultés là, qui se sont pointées assez rapidement. Ben, l'insomnie, pas pouvoir manger chaud pendant le congé long. Ça, c'est des choses qu'on peut pas imaginer avant mais qui sont très désagréables. Tu sais, pas pouvoir manger chaud là, de la semaine, là, c'est comme vraiment, ça devient vraiment irritant, surtout quand t'as pas dormi et que t'as pas le temps de te faire un café. Bref. Fait avant, j'idéalisais beaucoup le rôle de père. C'était donc merveilleux, là, c'était des arcs-en-ciel, des licornes. Ça l'est encore, mais disons que la réalité aussi, des fois, fait en sorte qu'on trouve ça plus difficile. Une chance, on a des fois une mémoire sélective. Donc, une fois qu'après toutes ces réflexions-là, ces discussions, vous avez pris la décision, vous êtes inscrit à la Banque mixte au Centre jeunesse. Puis là, vous avez dû attendre, comme beaucoup de gens, le fameux coup de fil qui allait changer votre vie. Ben, on n'a pas attendu longtemps. Ah non, vous avez été chanceux? Non, ouais. Nous, on a fait donc une séance d'info. Donc, c'est ça, il y a à peu près 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. La séance d'info nous a vraiment... on a été sous le choc après. Tu sais, à la séance d'info, ils nous dressent vraiment le portrait de c'est quoi un enfant issu d'une banque mixte. Donc, entre autres, un enfant issu d'une banque mixte, de la banque mixte au centre jeunesse, c'est un enfant qui a de fortes chances de rester dans la famille adoptive. Mais il y a quand même un petit pourcentage de chances. Tu sais, je me souviens, on était à la rencontre, là, puis ils nous disaient... Si tout le monde adopte ici, il y a 2 familles que leur enfant va retourner dans leur famille biologique. Tu sais, ça frappe. Sans parler de toute la liste des problématiques que les enfants vivent. Entre autres, je me souviens la phrase qu'on s'est fait souvent dire pendant la démarche, c'est des petits bébés roses ici, parfaits, il n'y en a pas. Tu sais, c'est des bébés qui arrivent avec un parcours. Je ne me mettrai pas à nommer les diagnostics, mais il y en a plusieurs. Donc, après cette rencontre, cette séance d'info-là, on a été vraiment comme un peu secoués. On a eu envie de parler aussi à des parents de même genre, des parents LGBT qui ont adopté, parce qu'on voulait échanger avec vraiment des parents qui ont notre réalité. Ça nous a beaucoup aidé. On a suivi aussi une formation pour futurs parents LGBTQ+, du côté de la Coalition des familles LGBTQ+, qui est un organisme basé à Montréal, mais qui est provincial. Ça nous a beaucoup aidé aussi. Ouais. Fait, ça a pris peut-être, je me souviens plus combien de temps, mais pas loin d'1 an, je pense, avant que on dépose vraiment nos formulaires pour appliquer à la banque mixte. Après ça, on a rencontré là, plusieurs intervenantes du centre jeunesse. On s'est fait évaluer, une évaluation psychosociale, voir si on était prêt à être parents, s'il n'y avait pas de squelette dans notre placard. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Puis rapidement, on a eu un petit speech là, que même si on est 2 papas, ça ne change rien. On va être évalué au même titre que d'autres parents. On s'est même fait dire qu'on était les premiers parents de 2 papas. On était les premiers couples de papas à adopter en Estrie. Ah oui? Oui, en tout cas, c'est ça. C'est comme, ça fait un petit flow, mais en même temps, on se dit, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus que ça. Il y en a eu plusieurs par la suite, on en a rencontré. Fait que c'est ça. Évaluation psychosociale, ils sont venus à notre domicile aussi évaluer la sécurité. On a dû remettre des papiers du médecin, des lettres de référence d'amis, de la famille, tout ça. Là, j'en passe sûrement, parce qu'il y en avait pas mal. Mais puis effectivement, quand toutes ces démarches-là ont été finies, je me souviens, on a déposé tout notre dossier, notre évaluation psychosociale a été complétée fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Puis je me souviens, à chaque fois que le numéro privé appelait sur mon téléphone cellulaire, je me disais d'un coup que c'est le centre jeunesse, tu sais. Jusqu'à temps que ça arrive pour vrai. Fait que c'est autour du mois de février ou mars que j'ai reçu l'appel. Donc, numéro privé. Je me souviens, je parlais avec une amie. Je n'ai pas réalisé cette fois-là que c'était un numéro privé qui m'appelait. Et là, il t'annonce que ça y est.
ça y est, la travailleuse sociale me dit Pierre, est-ce que tu es assis? Parce qu'il faudrait que tu t'assoies. Là. Ça serait comme important. J'ai dit non, je ne suis pas assis, mais dis-moi là pareil. Je ne suis pas tombé, je vous rassure. Fait que là, on m'a dit on a un dossier à vous présenter. Il faudrait que vous veniez aujourd'hui même au centre jeunesse pour qu'on vous le présente. Parce que demain, on va en cours pour que vous puissiez avoir la garde de cet enfant. Ah, c'est vite comme ça. C'est vite comme Quand ça. ça déboule, ça déboule. Fait que ça dépend. Grossesse de quelques mois ou de 24 heures. Ça dépend comment, dépend comment on le voit. Mais ouais, ça a été assez rapide. Mais ce que je comprends, c'est qu'on est loin des licornes, là, parce que vous étiez bien renseigné. Là, rendu là, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Oui, tout à fait. Ben, des fois, on sent qu'il y a un certain préjugé quand même. Il y a plusieurs réalités là, qui se côtoient, nous, dans notre parentalité. Entre autres, on est 2 papas, on a adopté. Souvent, nous, c'est vraiment la réalité adoptive qui prend le dessus, on trouve. Mais une des réalités plus qui touche aux parents LGBTQ+, c'est le fait qu'on est 2 papas. Des fois, on a la perception que les gens cherchent la mère, tu sais. Parce que la mère, les pères aussi parfois, là, mais bon, je veux pas généraliser non plus, mais souvent, on a tendance à idéaliser la mère, qu'absolument la mère, c'est elle qui joue le rôle d'élever l'enfant, le caring, prendre soin, tout ça. Fait que des fois, les gens cherchent la mère. Il y a même des intervenants au CIUS qui ont réussi à rejoindre la mère biologique alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Bref, tout ça pour dire que, c'est comme si les gens prenaient pour acquis qu'on était moins compétents parce qu'on est 2 papas. Mais en même temps, d'avoir... Puis des fois, nous-mêmes, ça nous ébranle de voir ces perceptions-là. Mais d'avoir passé à travers ce processus-là, souvent, on se dit, on a passé à travers une évaluation du centre jeunesse, fait qu'on devrait être pas pire quand même. Ça vous a pas mis de doute à vous en même temps? On doute. Je pense que d'être père, d'être parent, on se remet beaucoup en doute, là, mais ouais. Le doute standard de tous les parents. Là. Voilà, exactement. Mais là, une fois que le coup de fil arrive, puis là, vous avez comme 24 heures pour réaliser que ça se passe, là. Oui, on reçoit le dossier, tout ça. On se fait expliquer rapidement. Puis là, on est comme dans un rêve. Là. On comprend pas trop ce qui se passe. T'sais. Puis là, moi, nos employeurs étaient au courant que ça pouvait arriver. Fait que rapidement, on ferme les dossiers. Je me souviens, moi, j'ai une rencontre. J'étais dans le communautaire à l'époque. Rencontre avec le CA le lendemain matin pour la passation des dossiers, tout ça. On n'a pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Non, je me souviens de Marc et moi qu'on se regarde là, dans la noirceur, dans le salon, puis qu'on est juste comme, on sait pas quoi se dire. On fait comme, ça va arriver. Là, en tout cas, c'était vraiment spécial. Puis le lendemain, en après-midi, on se fait appeler. Puis là, c'est le temps d'aller voir notre fils à l'hôpital. Ouais. Puis les premiers moments-là, les premières semaines, il faut apprivoiser votre nouveau rôle de père, il faut apprendre à connaître l'enfant aussi. Ça devait être quelque chose pendant cette période-là. Oui. D'ailleurs, il était à l'hôpital. Il y avait des enjeux de santé. Léo, il y avait juste quelques semaines. Puis d'ailleurs, le premier moment à l'hôpital, c'était vraiment particulier. Fait qu'on vient de vivre ça en 24 heures. Là, Déjà, on a appelé aussi nos familles en disant OK, on a besoin de stock parce qu'on ne pouvait pas trop s'équiper, sachant pas, si ça allait arriver. Parce que le centre jeunesse nous dit que parfois, ça n'arrive pas malgré qu'on ait fait tout ce processus-là. On ne savait pas l'âge de l'enfant non plus, tout ça. Fait qu'il nous manquait beaucoup de choses. Fait que là, on a déjà appelé nos familles, tout ça. Bref, on arrive vraiment brûlé à l'hôpital, mais très heureux, là, la phase d'extase, là, un peu. Puis on a nos jaquettes, tout ça. Puis là, on vient pour arriver, rentrer dans la périnatalité. Puis là, on fait juste dire comme, excusez, c'est possible de savoir le nom? Parce qu'on ne savait pas le nom de notre fils. Puis ils nous ont dit, c'est Léo. Puis là, je me souviens, on a vraiment comme éclaté en sanglots. On n'a pas vraiment arrêté de pleurer pendant cette première semaine-là. On a pleuré sans arrêt. Puis on a vraiment, on a vraiment connu des beaux moments à l'hôpital. Fait que on a apprivoisé notre rôle de père. C'était le fun aussi de commencer ça à l'hôpital, dans le sens qu'on voyait les infirmières, les intervenantes, tout ça, nous ont beaucoup montré comment prendre soin d'un bébé. Il n'y en avait pas vraiment dans nos familles. Moi un peu, mais on n'avait jamais eu l'occasion de garder, exemple. Comment mettre une couche changée, le pyjama, tout ça. Bref, ça a été super formateur, en quelque sorte. Tout ça en pleurant. Tout ça en pleurant, sans arrêt. Et Léo pleurait pas, c'est magnifique, ça. Il pleurait quand il avait faim. Ça, c'est normal. Fait que, donc, vous avez appris à ce moment-là à devenir parent, deviner ses peurs, s'adapter. Puis à un moment donné, vous êtes retourné chez vous. Puis là, vous avez vécu... Là, ça fait déjà 5 ans de tout ça? Ça fait 5 ans. Ouais, on est retourné chez nous. Là, on a connu le confinement COVID, mais nous, on a déjà connu un confinement d'adoption. Parce que quand on adopte, il faut vraiment consolider le lien d'attachement avec l'enfant. Donc, pendant plusieurs mois, si je ne me trompe pas, il n'y a personne, sauf l'infirmière du CLSC, par exemple, puis notre travailleuse sociale au centre jeunesse, qui pouvait rentrer.
Pour pas que Léo, justement, nous étant nouveaux parents, par exemple, on peut être moins habile qu'un parent, que nos mères, par exemple. Fait qu'on voulait vraiment que Léo s'attache à nous et qu'il comprenne que c'est nous, ses pères, parce qu'on ne l'a pas porté, il n'a pas entendu notre voix pendant 9 mois, tout ça. Fait que ça a été assez particulier. Je me souviens que la première fois que j'ai montré Léo à ma mère, elle était venue nous porter quelque chose sur le balcon. Puis j'ai fait un peu le roi lion, là. J'ai montré le fiston dans la bay window de notre maison. Puis là, je me souviens, c'est bien pleuré. Fait que, ouais, c'était des moments assez particuliers. Mais ouais, on s'est approprié assez rapidement le rôle de père, là, je pense. Ouais. Puis durant cette période-là, il faut s'adapter. Là, puis vous avez eu des... Tu as parlé tantôt de la réalité des banques mixtes, des centres jeunesse. Avez-vous eu les craintes, le doute là, que l'autre coup de fil arrive? Le premier coup de fil était bien le fun, celui qui vous apprend que c'est là que ça se passe, mais avez-vous craint d'en avoir un autre qui dit l'enfant doit repartir? Pas vraiment. Non? Nous, on avait les grandes lignes du dossier. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de détails. C'est ce qu'on se fait dire, c'est que vous savez ce que vous avez à savoir. Donc, s'il y avait des frères et sœurs ou pas, quelques éléments d'historique aussi de la famille bio. Fait que nous, on savait, on était assez confiants que Léo resterait avec nous. Ce qui est assez paradoxal, par contre, on avait quand même une petite crainte. Veux pas. Quand on parle d'adoption, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous dire « Ah, ben moi, je connais des parents qui ont perdu l'enfant ou qui ont des enfants. Finalement, leur enfant est autiste sévère. » Fait que c'est sûr qu'on a quand même, on avait quand même une certaine crainte. Mais paradoxalement, on a passé notre temps, surtout les premiers mois, à rassurer notre entourage. Ah oui? Notre entourage avait peur que Léo retourne dans sa famille bio, alors que nous, on était confiants. Fait que là, nous, on était un petit peu stressés. C'était nous les parents, puis nous, on se retrouvait à rassurer notre entourage. C'était assez particulier. Je me souviens de quelqu'un de notre famille qui, d'ailleurs, rentrait dans la maison et ne regardait pas Léo. De peur, justement, cette personne-là ne voulait pas s'attacher parce qu'elle avait trop peur qu'il s'en aille. Fait que là, quand on s'est rendu compte de ça, on a dit c'est la pire chose que tu peux pas faire parce que justement, s'il ne crée pas de lien avec la famille, c'est là qu'il y a des chances que ça aille mal puis que le centre jeunesse intervienne. Mais ouais, on a vécu des choses un peu paradoxales. J'imagine qu'en plus, Léo a besoin d'attachement. Bien, évidemment. On était justement... c'était notre priorité numéro 1, là, l'attachement. Fait que du pot à pot, regarder dans les yeux, chanter des chansons... c'est ça, le caring. Non, on était tout le temps dans la maison à prendre soin de lui puis à vivre ces beaux moments-là. Ouais, on a en masse de vidéos aussi, de vidéos, de photos. Ouais, on a en masse. Ouais. Là, après 5 ans d'expérience, là, comment ça se passe votre quotidien? Comment vous gérez ça? Comment vous partagez votre rôle de père? Vos rôles, en fait? Bien, on se le dit souvent qu'on se trouve très équitable dans la répartition des tâches, puis probablement que ça vient aussi avec le fait qu'il n'y a pas d'a priori. Ben, c'est sûr qu'on est en 2022, là, c'est moins que le cas que c'était, mais c'est encore démontré que on s'attend à ce que la mère et le père aient des tâches un peu prises pour acquis, là, sans nécessairement que je les attribue avec vous, là, mais en tout cas, nous, c'est pas notre cas. Bref. Le cliché, là. Ouais, le cliché, on n'est pas là-dedans, c'est sûr. Puis d'avoir été très, très, très présent dans les premiers mois, là, la fameuse bulle, justement, ça a fait qu'on s'est beaucoup approprié l'ensemble de ce qu'il y avait à faire, tu sais. Mais c'est sûr que là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est ça, c'est des besoins particuliers. Léo vient de faire sa rentrée à la maternelle, ça n'a pas été facile. Il a été super bon, considérant les besoins puis les défis qu'il avait à surmonter. Mais pour nous, ça a été difficile. Ça m'a coûté un arrêt de travail. C'est ça. Des fois aussi, on a un couple très, très solide, heureusement, parce qu'on a dû s'en parler beaucoup. Puis heureusement, nous, à 7h, 7h30, Léo dort puis il fait son 12 heures. Fait qu'on a notre soirée où on peut se parler, on peut se retrouver en tant que couple aussi. Ventiler, ah oui, vraiment. En parler à des amis. On parle de réalité adoptive souvent. Tu sais, c'est des enfants qui ne trouvent pas ça nécessairement plus difficile ou plus facile que d'autres, mais qui sont juste différents. Fait que de raconter notre quotidien puis comment Léo agit, tu vois des fois les points d'interrogation dans les yeux des parents, ils ne comprennent pas vraiment, ou ils essayent de nous parler de leur réalité qui n'est pas pantoute la nôtre, puis d'appliquer une espèce de recette modèle de base là, qui ne fonctionne pas avec Léo. Je n'ai pas nécessairement d'exemple en tête. Fait que c'est difficile de se sentir compris. Mais une chance qu'on ça, Marc puis moi, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus, puis ça aide beaucoup. On doit s'adapter un peu aux réalités puis aux défis de notre enfant, mais on ne peut pas nécessairement changer rien pour l'entourage, qui ont des fois un regard différent. Dans votre cas, s'il y a des besoins particuliers. Mais vous êtes habitué quand même à répondre à des questions.
différentes? Ouais, ben là, c'est moins ça. C'est plus le comportement de Léo. Entre autres, j'ai parlé d'opposition tantôt. Léo peut faire des assez grosses crises. Ça, des fois, les gens, là, quand ça peut arriver en visite, par exemple, ou en fait, c'est l'inverse. En fait, Léo est vraiment... Quand il y a de la visite, pour lui, c'est le party. Fait qu'il est vraiment en fait, il est toujours exceptionnel, mais il y a un comportement exceptionnel à ce moment-là. Fait que les gens, quand on nomme nos défis au quotidien, ils comprennent pas. Qui font comme, moi, ce que j'ai vu de Léo, c'est pas ça, c'est que c'est un enfant joueur, très sociable, qui écoute pas tant nécessairement en groupe non plus, mais bon, pas moins que d'autres enfants. Puis, en fait, ce qui est difficile, c'est de pas se comparer. Exact. Ça, je pense qu'aussi, on le fait tous, comme parents, de pas comparer notre enfant aux autres enfants. Entre autres, Léo, il est en avance sur certaines choses, mais il y a aussi certains retards, notamment à l'école. Puis ça, c'est vraiment difficile, Pour lui puis pour nous, c'est difficile de ne pas se comparer. Fait qu'il faut toujours se souvenir d'où il vient, d'où nous, on vient aussi, puis aller à son rythme à lui, puis aussi de toujours y répéter que nous, on va être fiers de lui, peu importe ce qu'il fait, peu importe qui est-ce qu'il devient, puis peu importe ce que les autres ils disent, que ce soit à l'école ou l'entourage. Puis ça, on lui dit, moi, chaque soir, quand je le couche, Léo, on a un petit moment, juste avant que je m'en aille, où on se chuchote dans l'oreille, puis je dis, Léo, tes papas vont toujours être fiers de toi, ils vont toujours t'aimer. Nous, ça, on trouve ça vraiment important. Justement parce que lui, il est souvent en situation d'échec, puis il se fait souvent comparer, puis c'est ça, c'est pas tout le monde qui le perçoit nécessairement de façon positive, son comportement, mais nous, on va le faire. Le jugement, c'est oui, vraiment. Difficile. Est-ce que votre couple LGBTQ+, amène quelque chose de différent dans votre façon d'agir au quotidien? Au quotidien, non. Même que je me souviens, on s'en est parlé récemment, il y a quelques mois, Marc puis moi. Puis on s'est dit, aïe, c'est fou comment on n'y pense pas, qu'on est deux papas ou qu'on a adopté. Là, on est vraiment dans la routine. Entre autres, Léo réagit beaucoup au changement. Fait qu'on a des routines très cordées, très, justement, routinières, répétitives. Fait que non, au quotidien, là, pour vrai... C'est sûr qu'il y a des fois des formulaires, on voit encore... c'est sûr que ça peut nous faire réagir, il y a encore des formulaires, pas adaptés. Encore une fois, il y a eu à l'école, il y a eu plusieurs formulaires père et mère. Puis là, on fait comme, voyons, mais en même temps, on a tellement d'autres choses, d'autres chats à fouetter qu'on en fait pas tout un plat parce qu'on choisit nos combats. Bon, au moins, on le corrige, là, c'est sûr, à la main. On va le rappeler à tout le monde. Mettez parent 1, parent 2. Ça va être plus simple. Oui, ou juste parent. Puis, parce que moi, je me souviens des formulaires, notamment pour certaines allocations, où il faut se rappeler c'est qui de Marc puis moi qui est la mère. Pour les années à venir. Oui, non, c'est encore comme ça. Pour des raisons informatiques de logiciels qui vient des États-Unis, qui n'est pas adapté, je sais pas quoi, Fait que il y a cette réalité-là. Mais outre ça, pour vrai, pas... ou si oui, on s'en rend pas compte, exemple des jugements des autres. Il y a eu certains commentaires... La première coupe de cheveux de Léo, je me souviens, au salon de coiffeur, il y a une dame qui nous a dit c'est qui le père. T'sais. Puis là, on a répondu tous les deux en même temps, avec la coiffeuse d'ailleurs, c'est les deux. Puis je pense que ça a été une des pires anecdotes pour vrai qu'on avait. Vous avez eu plusieurs défis dans tout ça, On en a quelques-uns. On est un petit peu fatigué des fois, mais en même temps, Léo nous le rend tellement bien. C'est un enfant qui a un sens de l'humour incroyable. La blague de la tâche, là, que tu fais regarder la personne sur son chandail. Puis il vient de la Non, ça fait depuis 2 ans et demi qu'il a fait. Là, c'est de ma faute. Là, mais fait qu'il a un sens de l'humour incroyable. Il fait rire les gens. Puis Léo, rapidement, les gens s'attachent à lui. Puis ça, on se le fait beaucoup dire. Il y a eu des défis. Il a changé d'école, mais son ancienne école, ils nous ont tout de suite dit, on va s'ennuyer de votre fils. On l'aime vraiment. Il est très attachant. Fait que oui, on trouve ça difficile, mais dans les moments difficiles, c'est pas difficile de se rappeler qu'on aime ça, être père, puis être son père à lui. Si je reviens à ta vision de la parentalité, d'être père avant d'avoir Léo, puis maintenant, quand tu te regardes, de quoi tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton rôle? Je suis vraiment... je suis tellement fier pour plein de raisons. En fait, je pense que si je me remettais, si le moi du secondaire me regardait aujourd'hui, je pense qu'il me trouverait pas parfait, mais il serait fier que j'ai adopté, souvent, on se fait dire Léo, il est chanceux d'être tombé sur une famille comme vous, mais nous, on le renverse tout le temps. Non, c'est nous qui sommes chanceux de l'avoir. Il nous apporte vraiment beaucoup de choses. Un enfant,
surtout un enfant qui s'oppose, je pense, nous fait beaucoup travailler nos bébites, tu sais. Moi, je suis vraiment une meilleure personne depuis 5 ans et demi. Je suis pas encore parfait. Mais je suis vraiment une meilleure personne. Tu sais, ça me rend fier aussi que mon rôle de père m'ait vraiment fait travailler sur moi. Aussi, Léo, tu sais, veux pas, je suis fier aussi d'avoir, tu sais, que Marc et moi, on ait comme cassé un certain cycle dans lequel il était, tu sais, où il aurait continué d'être sans qu'on soit là. Mais ça, c'est le seul petit mérite, entre gros guillemets, que je nous donne parce que pour vrai, Léo, malgré tous ses défis, on est super fiers de lui puis il nous apporte vraiment, vraiment beaucoup. On apprend beaucoup en étant parent. Plus on a de défis, plus on apprend. Ah ouais, on apprend beaucoup. Est-ce qu'avant, quand vous avez commencé le processus d'adoption, on t'a donné des conseils à ce moment-là ou sur ton rôle de père? Est-ce qu'on vous en a donné plus parce que vous étiez justement 2 pères? Est-ce qu'il y en avait eu des bons là-dedans, des moins bons? C'est une bonne question. Ben, on en a-tu eu des conseils? En fait, les gens, on n'a pas tant de conseils, mais les gens, le réflexe, c'est quand on parle de nos difficultés, c'est qu'ils parlent de leurs difficultés à eux pour, tu sais, comme nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour les surmonter. Fait que des fois, on a juste envie de parler puis de ventiler, mais les gens rapidement parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'on fait ça aussi. Oui, je pense que c'est ça. C'est standard, ça. Fait que ça, c'est des formes de conseils. Fait que oui, on en a eu de toutes sortes. Mais oui, on m'en parlait de s'adapter tantôt. Oui, rapidement, quelques mois après qu'on a eu Léo, c'était pas facile. Léo dormait vraiment pas beaucoup. Ces nuits, là, c'était très court. À partir de ces 7-8 mois, il est parti, mais avant ça, là, même qu'à la fin, pour toutes sortes de raisons, notamment de la médication, il dormait par coup de 30 minutes. Là. Fait qu'on était vraiment fatigués. Puis un parent qui m'avait dit, moi j'en ai 4-5, je me souviens plus. Moi j'ai 4-5 enfants, puis c'est les enfants qui s'adaptent à moi. C'est pas l'inverse. Je suis comme, oh tabarouette, OK, non, celui-là passe pas. Mais outre ça, non, les gens ont des bonnes intentions aussi. Puis c'est toujours intéressant aussi d'en apprendre. Donc moi je me souviens de l'époque où moi j'étais très critique envers mes parents. Notamment ma mère qui a passé plus de temps avec moi que mon père, là, puis j'étais très critique envers elle, puis là je comprends. Je fais comme OK, c'est pour ça qu'elle était fatiguée le soir, Et mettons que je dévie un peu la question, si tu avais un conseil ou une suggestion pour peut-être un couple dans votre situation là, au départ, qui pense adopter, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a été utile pour vous autres ou que vous avez appris à un moment donné, puis que ça aurait été utile de savoir avant? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé être très renseigné avant de commencer le processus. Je suis content, dans le fond, parce que si ça n'avait pas été de Marc-André, qui est comme... moi, je dis tout le temps que c'est le père Foura de notre relation de couple. Moi, je suis l'émotif, lui, c'est le sage. Là. Si ça n'avait pas été de Marc-André, on l'aurait peut-être fait un peu vite. T'sais. Si on m'avait écouté moi, on l'aurait fait rapidement. Je pense que ça aurait pu se dérouler un petit peu moins fluide. Ça aurait été un petit peu moins fluide comme démarche. Fait que de se renseigner, de prendre son temps, de réfléchir, de discuter, d'aller voir d'autres parents qui ont adopté, de ne pas aussi se fier, surtout l'adoption. Les gens ont des conceptions assez, j'ai envie de dire arriérées même parfois, de c'est quoi l'adoption d'un enfant qui change tout le temps de famille. Non, c'est de ne pas se fier à ces histoires-là, puis vraiment d'aller lire, puis d'aller voir d'autres parents qui ont adopté. Puis ça en prend, ça en prend des parents qui adoptent. Il y a des enfants vraiment qui ont ce besoin-là. J'ai l'impression d'avoir un père heureux devant moi. Certainement. Un père un peu fatigué encore après 5 ans et demi, mais oui, très heureux. Absolument. C'est très gentil, Pierre, d'être venu ça passe vite, nous raconter. Tu peux continuer à ventiler si tu veux. C'est ça, sans problème. Merci beaucoup d'être venu jaser avec nous autres. C'est vraiment très éclairant. Je suis sûr que ça va aider plein de gens. Espérons-le. Puis en même temps, c'est une belle histoire. Tu salueras ton conjoint et bonjour à Léo aussi, qui a changé la vie de 2 papas. Absolument. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Louis-Simon. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Retrouvez les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.